Et tu sais quand James Bond se fait latter les couilles par le chiffre dans Casino Royale? Ouais. Eh ben il se fait soigner sur la planète Naboo, chez Padmé Amidala. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah ben si, regarde, c'est clairement le jardin qu'on voit dans l'Attaque des Clones, hein, là où Anakin fait sa fameuse punchline sur le sable, on reconnaît bien les décors en pierre et tout. Putain, mais depuis quand tu peux montrer des trucs à l'écran, toi? Waouh! Oh putain, mais je sais pas pourquoi je gueule comme ça tout le temps. Waouh, salut les artistes, aujourd'hui on va parler de design. En fait on va même se faire une petite chasse au design dans vos films préférés. C'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? Parce que ça fait longtemps, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Et on commence tout de suite instantanément sans plus attendre, c'est parti, go! Pour commencer, mesdames, messieurs, on va direct taper dans le haut du panier puisqu'on voit dans ce plan le fauteuil lounge de Charles Henry Eames. Chef-d'œuvre du design moderne conçu en 1956 sur l'idée de retranscrire la chaleur et l'allure conviviale d'un vieux gant de baseball bien patiné. Je pense qu'on fera une vidéo entièrement dédiée à ce produit car il le mérite. Piétement en aluminium moulé, coque en palissandre thermoformé, sellerie cuir premium capitonné. C'est clairement un des meilleurs fauteuils du game. Bon par contre, faut avoir 10 000 balles à claquer, si on veut un bel exemplaire avec un repose-pied cosy. Ouch! Ah, on comprend mieux que le personnage de V l'ait dérobé et planqué dans sa caverne d'Alibaba. Histoire d'éviter la facture. D'ailleurs, j'ai pris V pour Vendetta, mais j'aurais pu prendre des milliards d'autres films pour montrer le lounge car il est carrément partout. Ah ouais? Exemple? Bah écoute, là j'en ai pas qui me vient, mais il est dans plein d'autres films. Tiens, sinon t'avais remarqué que V a également dérobé le tableau des époux Arnolfini de Jan van Eyck datant de 1434, un des plus célèbres tableaux du mouvement des primitifs allemands. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Et le lounge, il est dans quel autre film? Putain mais t'es relou, je t'ai dit que là tout de suite j'en ai pas. Oh, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde un petit coup de mou. T'es nul, c'est pas la mort. Comme souvent avec les produits de Charles Henry Eames, le lounge est distribué aux États-Unis par Herman Miller et en Europe par Vitra, qui expose d'ailleurs le processus de fabrication du fauteuil dans leur incroyable showroom de Walheim-Rhein en Allemagne. Et ça vaut clairement le détour. On fera un de ces jours un petit vlog sur le campus Vitra histoire d'admirer la gamme complète de la marque, et le Show Depot qui recense des versions authentiques des plus grandes vedettes de l'histoire du design. C'est complètement fou. Sans oublier bien sûr de faire un tour dans leur méga toboggan, faut pas déconner. Allez, on continue avec une autre icône du design conçue en 1962 par les frères Castiglioni, le lampadaire Arco chez Tony Stark. Et oh, qu'est-ce que je vois là? Un lounge! Voilà, il est dans Iron Man 1, mon gars! Ah, ça te coupe la chic! Là, t'es tombé sur un morceau! T'as cru que t'allais me coincer, mais on me baisse pas, moi, mon gars, on me baisse pas! Excusez-moi. Tu t'en tires bien. Le lampadaire Arco est composé d'une tige télescopique en acier, d'un globe en métal perforé, ce qui permettait d'évacuer la chaleur de la source halogène qui chauffait à mort avant l'apparition de la LED, et de projeter des taches de lumière au plafond par la même occasion, ce qui est plutôt joli. Enfin, elle possède un bloc de marbre de Carrare blanc en guise de base qui est méga lourde afin d'assurer le rôle de contrepoids. Et vous remarquerez qu'il y a un orifice qui la traverse. Les doigts de pied, c'est pas un orifice. Et pourquoi ça, à votre avis? Je sais pas, pour faire beau. Perdu. 0 sur 20. Enfin 1 sur 20 parce que ça reste joli visuellement. Mais la bonne réponse était pour la manœuvrer plus facilement, en lui enfilant simplement un manche à balai dans le trou. Titre! Il y a quelques années, l'Arco est droit à son édition limitée à 3000 exemplaires avec une base en marbre Marquina noir. Regardez-moi cette merveille! Bien évidemment introuvable aujourd'hui et inestimable, clairement. D'ailleurs, le prix d'un Arco standard est de 2500 €. Qu'est-ce qu'il y a, mon Tony? T'es blanc comme le cul d'un bonhomme de neige. J'ai acheté un lampadaire Arco. Ah, ça pique, hein? Alors que... T'aurais pu acheter ça, 10 balles chez Leroy Merlin. Pour célébrer les 60 ans de la sortie du produit originel, Floss a sorti cette année une version avec une base en cristal complètement dingo. Le verdict est sans appel. 10 000 balles. Et là, je sais que ça va vous faire plaisir, on va parler de Star Wars. Ah oui, j'adore! On est dans l'Attaque des Clones, film sur le chemin de la rédemption grâce à la série Obi-Wan, et on le remercie. Et dans cette scène sur Tatooine, Anakin et Padmé vont voir Watto passer d'entrepreneur et marchand d'esclaves respectable à SDF chineur de vide-grenier. On se croirait aux puces de Clignancourt, c'est complètement glucose. Par contre, dans le genre chinage, on peut dire qu'il s'y connaît, le gaillard. J'en veux pour preuve qu'il est assis sur un vieux tabouret de récup, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un tam-tam dessiné par Henri Massonnet en 1968 et édité chez Stamp. Ah, jamais entendu parler d'un Henri Massonnet sur Tatooine. Attends, mais t'es qui, toi? Il est où l'autre? Ah, il est parti pisser, je crois. Non mais c'est parce que quand ça parle de Star Wars, je me sens impliqué, mais t'inquiète, hein, continue, fais comme si j'étais pas là. Ok.
Une des particularités du tam-tam est qu'il se sépare en deux, et c'est ce qui me permet d'être sûr que c'est bien lui dans le film, puisqu'on distingue la liaison des deux pièces de plastique. De plus, il possède un couvercle, ce qui permet à la fois de jouer le rôle de l'assise et de créer un petit espace de rangement pour y mettre des Lego par exemple. Ça, c'est du Duplo. Ouais, enfin, c'est pareil. Le tabouret a fait le buzz au début des années 70 grâce à cette photo de Brigitte Bardot. Il en faut peu des fois. Influenceuse avant l'heure. Et il a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde avant d'entrer dans les collections permanentes du MoMA de New York et du Musée des Arts Décoratifs de Paris. En plus, il est édité et fabriqué en France dans les moules originels d'époque, le numéro 169, j'ai envie de dire cocorico. Et les prix commencent à une vingtaine d'euros, j'ai envie de dire c'est le top pour mettre un pied, voire un orteil dans le monde du design sans se ruiner. Ouais, enfin, se casse pas des briques, hein. C'est un peu pauvre. Seulement 3 pièces dans un set, autant dire que niveau montage, y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et même pas une petite topographie pour excuser l'absence des figurines. Mais de quoi il parle, lui? Pour rester dans la série des tabourets en plastique démontables, on va parler d'un autre tabouret qui est à mon humble avis un hommage au tam-tam de Massenet. Au début du film Rogue One, l'une des seules réussites de Star Wars depuis le rachat de Disney, Change My Mind, l'Empire vient poliment solliciter Galen Erso pour qu'il design l'étoile noire. Ouais, ils veulent que ce soit lui parce qu'il s'y connaît en design stylé, le mec. Bah ouais, il a quand même chez lui un tabouret Prince AA de Philippe Stark, donc forcément, c'est un mec qui connaît les bails. Dessiné en 1996 par Philippe Stark, ce petit tabouret ressemblant à un sablier, tout comme le tam-tam, est démontable, comme le tam-tam, et possède un couvercle, comme le tam-tam, en plus d'être fabriqué en plastique, comme le tam-tam. C'est ce qui me conduit à penser qu'on est sur un hommage au produit de 68, hein, ou sur un bon gros plagiat. Bon, à un moment donné, faut dire les termes. À la différence qu'il est composé de deux parties distinctes, bien qu'on puisse le rendre symétrique en associant deux parties identiques. Perso, j'en ai un en finition vert fenouil. C'est marrant. Attends, c'est vachement marrant le mot fenouil. Fenouil. En plus du tabouret Prince AA, la famille Erso possède également en table de chevet des Prismatic Table, dessinés en 1957 par Isamu Noguchi, principalement connu pour ses lampes Akari, dont on a déjà parlé, et pour sa célèbre Coffee Table. La gamme prismatique inspirée de techniques japonaises de pliage de papier, ou d'origami, a été éditée par Vitra en 2002 et est sortie de collection depuis. Ça me fait marrer de voir à quel point la production a fait absolument zéro effort pour camoufler ces objets qui sont quand même connus et reconnaissables. Autant avec les bonbons dans la menace fantôme, c'était pas un gros effort, mais il y avait au moins une tentative, un petit quelque chose. Même chose avec le tam-tam qui se font dans le décor en étant bien dégradé dans l'attaque des clones. Là, c'est en plein dans le cadre, sans aucune altération des produits, alors qu'on est censé être dans un univers fictif, quoi. C'est comme si d'un coup, sur la planète Tatooine, on voyait une Laguna garée à côté d'un speeder. Ah, tu sais, on a déjà vu des espèces de T-Max tunés sur Tatooine, on est plus à ça près. Alors vous allez me dire, c'est sûrement un placement de produit, mais je vois pas l'intérêt de placer un produit qui est hors production, ou un tabouret qui a 30 ans d'âge et qui intéresse pas grand monde à part les aficionados de Stark. Comme moi. Ce serait un peu un coup d'épée dans l'eau. Ou un coup de sabre laser dans le sable. À mon avis, la prod avait juste la méga flemme, ce qui est assez symptomatique du cinéma d'aujourd'hui. Ouais, t'as vu, je dénonce, ouais. Ah, on parle plus de Star Wars, là. Non, mais quelque part, on reste sur le thème de l'espace, puisqu'on va parler d'un lampadaire qui s'appelle Orbital, qui plus est dans un film à la renommée intergalactique. La preuve, si je vous dis... Vous voulez un whisky? Vous répondez. Oh, juste un doigt. Mais vous voulez pas un lampadaire orbital d'abord? Ça va jamais rentrer. Hein? Quoi? Mais il est pire que l'autre, celui-là! Dans cette scène culte de la Cité de la Peur, on aperçoit un lampadaire orbital qui a été dessiné en 1992 pour la maison Foscarini par le designer italien Ferruccio Laviani, à qui on doit une pelletée de produits iconiques comme la bourgie, l'armoire Good Vibration, le lampadaire To Be, la lampe Tage, etc. L'orbital, quant à lui, est composé de 5 morceaux de verre sérigraphiés fixés sur une structure en métal verni et rétroéclairé par 5 ampoules. Il a également été décliné en gamme d'appliques murales, appelées sobrement BIT. Tu fais pas de blague? C'est pas mon genre du tout. Non mais il me prend pour qui, lui? Pour info, le lampadaire orbital et les appliques BIT auraient été inspirés par l'artiste allemand Hans Arp, un des artistes préférés de Laviani, dont une des œuvres appelée Constellation rappelle fortement le graphisme des luminaires. Et en plus d'être nommée selon le champ lexical du cosmos, à l'instar du lampadaire orbital, cette œuvre a été produite en 1960, date de naissance de Ferruccio Laviani. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est la formule la plus démodée du siècle, juste après je t'ai cassé. En tout cas, personnellement, j'adore le lampadaire orbital qui a une présence de fou dans un intérieur, avec un petit côté un peu kitsch, certes, mais qui reste ultra graphique. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Dans cet excellent film qu'est The Truman Show, on aperçoit également plusieurs dingueries du design, puisqu'on aperçoit une table Warren Platner de chez Knoll, ou encore un fauteuil gluon de Mark Newson pour la maison Moroso, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici.
Là, ce qui nous intéresse, c'est ce produit de cauchemar. Rejeton illégitime d'une menthe religieuse biomécanique digne d'Hans Rudy Giger et d'un plafonnier fluorescent abject de salle de physique-chimie refoulant le soufre et les poils de bras brûlés au bec benzène. Le lampadaire Titania. Dessiné en 1989 par Paolo Rizzato et Alberto Meda pour la maison Luceplan. Non mais regardez-moi ce truc. On dirait que les mecs ont tout tenté pour faire le truc le plus dégueulasse qui existe. On dirait que le lampadaire agonise quand on le regarde. Laissez-moi mourir. La base est une abomination, on dirait une queue atrophiée qui traîne lamentablement derrière deux pattes handicapées, aiguisées comme des couperets. En plus, la hauteur du diffuseur est aberrante et sera gênante quoi qu'il arrive. Et comme si ça suffisait pas, on peut y ajouter des filtres colorés qui viennent compléter à merveille le cahier des charges du mauvais goût de l'extrême. Bordel, mais je comprends pas comment ce truc a été dessiné puis validé par des gens qui ont dû se mettre autour d'une table pour allouer un budget pour le fabriquer en série avant de l'envoyer dans des magasins pour qu'il soit acheté par des clients. Bravo. C'est une belle merde. Attends, on est bien d'accord, c'est à chier, mais t'as l'air de l'avoir chez toi, non? Non, je l'ai pas. Pas du tout. Non, même pas n'importe quoi. Bon, ok, je l'ai, non mais putain, c'est parce que c'est tellement à chier, je trouve ça fascinant, un peu comme cette trappe à fromage Philippe Stark. Mister Meumeux, quand l'horreur d'un produit atteint un tel paroxysme qu'il en devient sympathique, tu développes de la pitié pour lui, voire même de la tendresse. C'est ça qui est beau dans le design. C'est que parfois c'est moche. Franchement, je sursaute à chaque fois que je la croise chez moi, la machine. Ah, tellement elle est flippante. Elle ferait même un bon antagoniste de film d'horreur. Pour rester dans la catégorie des chefs-d'œuvre cinématographiques, on va parler de Taxi. Taxi Driver? Avec Robert De Niro? Ah non, Taxi tout court avec Samina Seri. Ah, ce genre de chef-d'œuvre. Dans Taxi, qu'est-ce qu'on voit dans le garage de Daniel, incarné par l'acteur et rappeur Samina Seri? Eh bien, on voit une lampe JLD. Et je parie que vous avez tous déjà vu une lampe JLD tellement elles sont iconiques. C'est la honte si on en a jamais vu? Ah bah un peu quand même, pourquoi t'en as jamais vu? Bah, bien sûr que si! Ces lampes des années 50 étaient destinées à l'origine à être utilisées dans les usines et les ateliers comme les lampes Bernard Albin Gras ou Anglepoise. D'ailleurs, c'est pas déconnant de la trouver là quand on sait que le personnage de Daniel habite plus dans un atelier que dans un appartement. La JLD originelle, la standard, était celle qu'on retrouvait dans les usines car pratique et robuste. Elle sera par la suite déclinée en version d'intérieur, la Loft, puis en version à échelle réduite, la Signal. Fun fact, la marque se nomme JLD pour faire référence aux initiales de son créateur, JLD, Jean-Louis Domecq, JLD, un peu comme le dessinateur de Tintin, Hergé, Georges Rémy. Ah, c'est marrant, ça, je savais pas. Et c'est quoi le vrai nom de Gustave Eiffel, du coup? Eiffel, c'est son vrai nom, il est con lui. Au début des années 50, la lampe JLD a fait l'objet d'un dépôt de brevet pour ses articulations qui sont capables de conduire le courant via des contacteurs mobiles qui frottent contre des contacteurs fixes. On évite ainsi des câbles qui s'enrouleraient dans les articulations à force d'être manipulés et les mouvements sont de fait beaucoup plus libres. Un système hautement ingénieux et ce, 20 ans avant la Tizio. En revanche, contrairement à cette dernière, il y a bien des câbles qui passent dans le reste de la structure, puisqu'en 1950, on n'a pas encore inventé le fameux transformateur qui permet à la structure de conduire le courant sans vous mettre une noisette de 220 volts quand vous touchez la lampe. 220 volts, c'est plus de noisette, hein, c'est de pastèque, mon gars! Aujourd'hui encore, chaque lampe JLD est réalisée à la main en France, près de Lyon, et est numérotée via une plaque rivetée, ce qui rend chaque produit unique. Et en 2022, à l'heure où tout est fabriqué en Chine ou au Bangladesh, c'est beau putain. Avant James Bond, Daniel Craig a joué dans un petit film sympa appelé Layer Cake. Et dans ce plan, on voit une très célèbre chaise de Philippe Stark pour la marque Cartel intitulée La Marie. La Marie est tout simplement la toute première chaise entièrement transparente de l'histoire. Conçue en 98, elle résulte d'une réflexion de Philippe Stark de vouloir rendre le mobilier invisible afin de libérer l'espace visuel de la pièce où on l'utilise. Elle est moulée en une seule pièce en polycarbonate, la même matière que les phares de voiture par exemple, et mêle un design minimaliste et une structure d'une résistance exceptionnelle. Ah ouais, ça a l'air solide. Non mais franchement c'est résistant. Par contre, l'assise est très étroite, faut pas être trop gros. Personne n'est gros. La Marie est la chaise qui a permis d'ouvrir la voie au moulage en polycarbonate monobloc, conduisant notamment à la création du célébrissime fauteuil Louis Ghost. Et rien que pour ça, faut respecter la Marie. Il y en avait peu au début, puis il y en a eu beaucoup. Parfois même trop. Ensuite, heureusement, il y en a eu moins. Puis plus rien. Et parfois même moins que rien. Enfin, il y a eu la Marie. Oh putain, c'est bon ça. Faut que je pense à écrire des poèmes. Baudelaire en sueur.
Ah, Heat. Qui n'a jamais vu ce chef-d'œuvre de Michael Mann? Avec un De Niro et un Al Pacino au sommet de leur art, un scénario hyper ficelé et de l'action à foison. Pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est ni le jeu d'acteur dantesque, ni les plans ultra léchés, ni même cette Toloméo, mais bien un petit détail incroyable qui a attiré mon attention lors de mon dernier visionnage. Vous l'avez vu? Je vous le repasse. Ah non. Eh bien, juste ici, on retrouve dans cette petite boîte une miniature du fauteuil LCW de Charles et Ray Eames. Ah, c'est marrant ça, je suis assez friand des miniatures. Eh bien, te v'là servi, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de petit objet au cinéma. Pour ce qui est du fauteuil original, le LCW, le couple Eames a développé des techniques de travail du contreplaqué, notamment des procédés de modelage et de cintrage de plaques de bois, dans des courbes complexes au travers de leur recherche débutée en 1942 pour la marine américaine. Et à l'issue de la guerre, ils décident d'utiliser leurs travaux à destination de la fabrication de meubles. Le fauteuil LCW a été décidé en 1945 selon ces procédés, répondant aux objectifs d'être facilement productible en masse, confortable et peu cher. Ah ouais, on n'est pas loin de cette UCS, là ça commence à chiffrer. Effectivement, en 1945 ça devait pas coûter grand chose, mais aujourd'hui à force d'1%, 2% d'augmentation, et ce chaque année, on se retrouve à la fin avec un tarot énorme en 2022. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les thunes pour s'acheter l'original? On se rabat sur la miniature. C'est encore pas donné il me semble. En effet, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, le Vitra Design Museum reproduit en miniature les pièces les plus célèbres du design, et ce dans les mêmes matériaux et les mêmes techniques de fabrication que les originaux. C'est exactement les mêmes, en plus petit. Et donc ça reste cher parce que la qualité de fabrication est ouf. J'en ai quelques-unes perso, je trouve ça génial. Cher, certes, mais génial. Et c'est nickel pour claquer des petites figurines Black Series. Bon bah je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Bon, il y avait du lourd dans ces films, hein. Franchement je suis content, c'était une bonne cuvée. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh, je matais ta vidéo de con et il y a un train de marchandises qui m'a sauté dessus. Bon bah moi je vais vous laisser. Oh mais t'es là toi. Bah écoute, moi pendant que tu faisais ta sieste, j'ai réfléchi à d'autres films où on voit le lounge, figure-toi. Ma sieste, t'es sérieux? On le voit entre autres dans Meurt un autre jour, dans Sunday in New York, dans The Housemaid, dans Hot Springs, dans The Ghostwriter, dans Click, dans Archer, dans Les Indestructibles. Ouais, c'est bon, t'as gagné. T'as pas un mouchoir? Ouais, mais d'abord faut dire le mot magique. C'est meilleur. J'ai pas bien entendu, tu peux le dire plus fort? T'es le meilleur, ok, envoie maintenant. Voilà. Bon, sur ce les artistes, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air pour donner de la force. Restez à l'affût du design, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut les pignoufs. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Can always be a little when everything goes wrong. You seem so bad. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, dis donc. Overdue.